eu droit sur tous les plateaux télé et dans les discours officiels aux niaiseries habituelles du style « ils ont voulu s'en prendre à notre style de vie, mais nous sommes plus forts que ça ». Ou bien le terrorisme, c'est méchant parce que c'est pas gentil, etc., etc. Mais moi, dans tout ça, il y a des choses qui me chiffonnent. Donc, si vous le voulez bien, j'aimerais faire un rapide petit historique factuel de ce qu'on appelle l'islam radical ou le terrorisme qui en découle. Bon, bah, si c'est factuel, c'est pas casse-gueule a priori. Non, mais je pense que ça va pas plaire à plein de monde, mais c'est factuel, donc voilà. Bon, bah, on vous écoute. Eh ben, dans les années 50, 60, 70, il y avait quasiment plus d'islam radical dans le monde. Il y avait au Caire les frères musulmans qui réclamaient à Nasser de voiler les femmes, ce à quoi Nasser leur avait répondu « Si vous n'arrivez pas à voiler vos propres filles, comment voulez-vous que je voile 10 millions de femmes égyptiennes ?» Oui, ce discours de Nasser est célèbre. Et voilà. Et dans les pays arabes, il y avait principalement des mouvements nationalistes inspirés justement du nasserisme. En Palestine, il y avait à l'époque que le Fatah de Yasser Arafat, qui est devenu plus tard l'OLP, et qui n'était qu'un mouvement nationaliste palestinien. Le Hamas n'a été créé que dans les années 80, divisant l'unité palestinienne derrière Arafat. Oui. Et les conditions de sa création sont assez opaques. Quel rôle a joué le Mossad, etc., etc. Bref. On arrive en 79, l'URSS entre en Afghanistan à la demande du gouvernement communiste qui avait fait un coup d'État l'année précédente. À ce moment-là, des groupes de combattants, les Moudjahidines, commencent à s'opposer aux soviétiques et ils sont rapidement rejoints par une organisation qui s'appelle Al-Qaïda, dirigée par un certain Ben Laden. Oui, vous voulez dire le Ben Laden, l'ennemi numéro 1 mondial. Lui-même, vous vous souvenez comment pendant 20 ans on nous a fait peur avec lui? Oui, bien sûr, on risque pas de l'oublier. Eh bien, ma chère Clémence, au début des années 90, le monstrueux Ben Laden était présenté dans la presse occidentale comme un combattant de la liberté. Donc si on peut voir, voilà, je vous traduis le titre de cet article de The Independent. Un guerrier anti-soviétique met son armée sur le chemin de la paix avec cette photo reconnaissable entre toutes. J'avoue. C'est surprenant en tout cas. Oui, mais encore une fois, c'est juste factuel. Vous savez, Clémence, moi je le répète, ces interprétations n'engagent que moi. Moi, mon boulot, c'est de partager avec vous des observations que j'ai pu faire. Après, moi, j'en tire mes conclusions qui me sont propres, un peu comme une porte que j'ouvre, libre aux gens de s'y engouffrer ou pas. Mais s'ils ne se sentent pas à l'aise avec ces observations, je les oblige en rien. L'idée est juste de mettre en lumière des faits que personne dans le mainstream ne vous dira jamais, parce qu'encore une fois, pour faire de bons jugements, il faut partir des bons postulats de départ. Donc là, en l'occurrence, ce que je vois, c'est qu'en Afghanistan, dans les années 80, Ben Laden se battait contre le même ennemi que les Occidentaux. Je continue ? Ouais, avec plaisir. Ensuite, inexplicablement, dans les années 90 jusqu'en 2001, Al-Qaïda est devenu synonyme d'ennemi du monde libre, prenant le relais dans un enchaînement très surprenant d'ailleurs, avec l'ancien ennemi du monde libre, l'Union soviétique, qui venait de s'effondrer. Un peu comme si, pour s'épanouir, le monde libre avait absolument besoin d'une menace existentielle permanente dans une très très jolie chorégraphie enchaînée. Oui, c'est effectivement intéressant comme remarque. N'est-ce pas? Alors, arrive le 11 septembre, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Tout le monde sait que c'est un peu ma marotte et que je ne crois pas un seul mot de la thèse officielle. Mais ce qui est intéressant, c'est la déclaration du général Wesley Clark, qui, quelques jours après les attentats, avait été reçu par un officiel du Pentagone qui lui avait expliqué qu'ils allaient envahir 7 pays à la suite de cet attentat. L'Afghanistan, l'Irak, le Liban, la Syrie, la Libye, le Yémen et l'Iran, je crois. Oui, bon alors ça vous inspire quelle réflexion ? Que ces attentats sont arrivés à point nommé pour mettre en place un plan qui couvait depuis quelques années le remodelage intégral du Moyen-Orient avec la main basse sur les réserves énergétiques. Donc nous avons vu ce que ça a donné, l'Afghanistan, l'Irak envahi sur la base d'un mensonge, la Libye en 2011. Ce qui est très étrange, c'est qu'à chaque fois, sous couvert de combattre l'islam radical, on a renversé des dirigeants laïcs et qu'immédiatement après, ces pays sont devenus des zones de non-droit aux mains de groupuscules radicaux. C'est quand même bizarre. Oui, bon, je crois que je commence à voir se dessiner votre théorie. Eh bien, j'en donnerai pas, Clémence. Je continue juste mes observations factuelles. Arrive 2012 et la Syrie. Donc là, le narratif habituel, un méchant tyran martyrise son peuple et l'Occident se doit de voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Oui, et bien sûr, vous ne croyez pas à ce narratif. Disons que je vais là aussi y rajouter des éléments factuels. Donc juste avant le début des événements, en Syrie, Bachar el-Assad venait de choisir un pipeline iranien pour traverser son territoire, plutôt que le pipeline qatari qui était soutenu par les Occidentaux. Ouais, mais je crois que Mélenchon en avait parlé. Tout à fait. Alors moi, je suis rarement d'accord avec Mélenchon, mais sur ce coup-là, je partage son avis. Donc les Occidentaux se préparent à intervenir, mais là, Poutine prévient l'Occident que la Russie soutiendra la Syrie en cas d'invasion. Et alors, que s'est-il passé ?
Les Occidentaux reculent et au bout de quelques semaines, un groupuscule sorti de nulle part qui se fait appeler Daesh ou État islamique commence à commettre des atrocités en Syrie en se baladant partout dans le pays dans des colonnes de Toyota flambant neuves, en utilisant dans leur communication pour illustrer leurs horreurs une iconographie très américaine, je dirais. Qu'est-ce que vous appelez une iconographie américaine? Et par exemple, tous leurs otages avaient des pyjamas orange, ce qui est l'uniforme des prisonniers américains dans les prisons aux USA. Et ce groupe s'internationalise très rapidement pour se retrouver en Europe avec des cellules dans différents pays, dont le nôtre, et faire les attentats que nous avons vus. Et vous voulez dire que, selon vous, en fait, le terrorisme serait l'œuvre de mercenaires travaillant pour les services secrets occidentaux qui feraient porter le chapeau à l'islam? Je ne veux rien dire, Clémence. J'ai juste donné des infos factuelles oubliées par BFM. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. C'est tout. Bon, merci au Bon Tweet pour cette chronique, on va dire, très complotiste, très complotiste, et à la semaine prochaine.